Dimanche 23 octobre, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur votre émission dominicale Week Echo. Des radars sont désormais déployés sur les grands axes de certaines villes du Bénin pour surveiller les excès de vitesse qui sont souvent source d'accidents de circulation, surtout en cette période de fin d'année. Des radars qui sont désormais braqués sur les automobilistes. En ligne de mire, la répression, comme je le disais, de l'excès de vitesse. Entre sensibilisation et sanctions, on pose le sujet dans le décryptage. Et pour la troisième année consécutive, le Bénin participe à l'initiative du mois du consommant local. Durant tout le mois d'octobre, il est demandé aux Béninois d'aller à la reconquête de leur patrimoine agroalimentaire. Un mois de promotion et de valorisation intensive pour espérer faire changer les habitudes de consommation. Pour quels résultats? On en parle dans le dossier de la semaine. Ainsi se résume le menu de votre émission dominicale. Tout de suite, on part à la rédaction pour le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. La ménopause est un phénomène naturel marqué par la disparition des règles chez les femmes. Elle survient généralement autour de 50 ans. Une expérience propre à chaque femme qui s'accompagne fréquemment de symptômes qui peuvent affecter la qualité de vie. On s'intéresse à la ménopause et à ses impacts dans ce reportage de Amandine Agnamboussou. Phénomène naturel chez la femme, elle demeure leur plus grande peur. Le passage à la ménopause décèle certaines craintes, car souvent considérée comme une calamité ou une maladie. La ménopause, c'est une étape de vieillissement physiologique dans la vie de la femme. Et cette étape est caractérisée par un ensemble de modifications, de changements que la femme aura à constater sur son organisme. Elle intervient chez les femmes dont l'âge est compris entre 45 et 55 ans. L'arrêt de production d'oestrogènes et de progestérone s'accompagne de symptômes que l'on appelle troubles du climatério. Ces symptômes sont variables d'une femme à une autre. Les symptômes les plus courants que nous avons régulièrement comme motif de consultation, il y a des épisodes de transpiration excessive qui s'alternent avec les bouffées de chaleur. Il y a la nervosité, le stress qui augmente. Il faut reconnaître également que suite à ces modifications hormonales, la femme dans cette période est susceptible de développer plusieurs pathologies liées à d'autres organes tels que sur le plan cardiovasculaire. Il y a certaines substances qu'elle aura en manque, comme par exemple la chute du taux de calcium. Il n'existe pas de traitement à proprement parler pour ce phénomène. En revanche, des solutions existent pour atténuer les symptômes. La femme est exposée à plusieurs facteurs de risque. Déjà, au plan psychologique, il faut que la femme comprenne que c'est une étape physiologique, ce n'est pas la fin de la féminité. Toutes les modifications que la femme constate en cette période, on peut, quand elle est bien encadrée, on peut retarder la survenue de ces modifications-là, que ce soit par des soins d'entretien, que ce soit par des médicaments, que ce soit par des exercices physiques pour l'entretien corporel. Donc il y a tout un arsenal de choses qu'on peut utiliser pour permettre à la femme de toujours bien se valoriser pendant cette période, on appelle la ménopause. La ménopause est encore un sujet tabou dans nos sociétés. Elle n'est pas un drame. Bien vivre sa ménopause dépend du corps, de la tête et de l'environnement.
Tournée départementale des responsables de l'Institut national de la femme. La délégation a échangé avec les chefs de terre, autorités communales et coordination d'arrondissement, leaders religieux et membres de la société civile sur la représentation de l'Institut national de la femme dans le Mono. Cette séance qui vise le plein épanouissement des femmes et des jeunes filles a eu lieu à Lokossa. Ronald Robinson, Jules Akeiko. Sur instruction du chef de l'État, l'Institut national de la femme est appelé à couvrir progressivement tous les arrondissements du Bénin afin d'être plus proche des victimes de toute forme de violence sexiste ou sexuelle. Les cas de maltraitance et autres traitements inhumains auront bientôt du répondant avec l'installation imminente des points focaux de l'Institut national de la femme dans le Mono. L'Institut national de la femme a besoin que vous l'informiez des comités, des relais, et tout ce qui est en place pour que nous puissions ensemble faire en sorte que notre arrivée apporte plus. Parce que le grand souci, c'est celui de la célérité. Que la justice soit vite rendue, que les sensibilisations soient faites au plus proche des familles pour qu'on puisse vraiment mettre derrière nous la question des violences faites aux femmes et aux filles. L'épanouissement de la femme est au cœur de la mission de l'Institut national de la femme. La préfecture de Mono n'a pas marchandé son accompagnement à l'institution. La protection des droits de la femme par les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux oblige tout un chacun de nous à faire un don de soi pour que la dignité de la femme soit préservée, respectée, protégée sur toute l'étendue du territoire national de notre cher et beau pays le Bénin. La lutte contre la stigmatisation de la femme, la vulgarisation des tests qui protègent la femme et une meilleure connaissance de l'INF avec en ligne de mire l'opérationnalisation de ces démembrements sont entre autres des ambitions que se donne le gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Des propositions sur la répartition des points focaux pour une couverture des zones rouges en matière de violence basée sur le genre seront à aborder lors de ce rendez-vous d'échange sur l'Institut national de la femme, son organisation, sa mission, mais aussi celle de ses différentes structures partenaires sur le terrain et leurs attentes. Les meilleurs élèves de certaines écoles du département du Littoral sont allés à la découverte ce mercredi du patrimoine, des splendeurs et des attraits touristiques de la ville de Ouidah. C'est une initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du département de l'Atlantique et du Littoral. Les précisions avec Ulvaeus Balogun et Jean Nombimé. C'est l'homme Kitty fait partie des meilleurs élèves du département du Littoral. Elle visite pour la première fois le temple des pitons de Ouidah. J'ai mis un piton. C'était un peu glacé et j'avais un peu peur parce qu'il faisait des mouvements sur mon corps. Comme elle, ces élèves sont les meilleurs au bac, au BEPC et au CEP des départements de l'Atlantique et du Littoral. Ils sont ici en visite touristique. D'abord, on est allé à la Maison du Brésil. Après, on est allé à l'Arbre aux Enchères. Après, maintenant, on est présentement au Temple des Pitons. Je pense que c'est une très bonne initiative de récompenser les excellents et je souhaite que ça continue encore très longtemps. Vraiment, ça nous motive à continuer à travailler, à continuer à être meilleurs dans tout ce qu'on fait et à maintenir en haut le flambeau de l'incidence. Cette randonnée touristique est une initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique et du Littoral. Elle vise à célébrer l'excellence en milieu scolaire et offrir par la même occasion des opportunités de découverte du riche patrimoine culturel et touristique du Bénin. Nous avons initié cette activité, d'abord pour encourager ces élèves, plus précisément pour les motiver, pour leur demander de s'intéresser plus à la culture béninoise et demander aux autres élèves de faire comme eux, de mieux faire pour que les prochaines fois, ça soit le tout. Entre découverte, émerveillement et émotion, ces élèves, après avoir fait le parcours de la route des esclaves, ont terminé leur visite touristique au pied de la porte du non-retour. Cet endroit qui a vu embarquer des millions d'esclaves vers des terres inconnues.
Les mets locaux valorisés dans la commune de Zé. C'est à l'occasion de la 4e édition du jeu concours d'art culinaire pour la promotion des mets locaux. L'événement a eu lieu dans l'arrondissement de Dodi-Bata avec 12 villages en compétition. L'objectif est d'offrir une alimentation équilibrée et saine aux enfants et aux ménages. Patrick Diosso et Petroni Lokoso pour le reportage. Anaho a gagné le trophée 2022 du jeu concours d'art culinaire pour la promotion des nourritures locales équilibrées des enfants et des ménages. Une initiative qui s'inscrit comme événement participant à la Journée mondiale de l'alimentation célébrée chaque 16 octobre. Kanaho, c'est l'un des 12 villages de l'arrondissement de Dodi-Bata. 12 villages en lice, un seul trophée sur la liste des prix. Cette activité a été mise en œuvre pour éveiller la créativité chez les femmes avec qui nous travaillons. Depuis 2010, nous leur apprenons à faire les nourritures à base de produits locaux nutritifs pour qu'elles-mêmes, avec les ingrédients qu'elles trouvent sous la main, des ingrédients qui sont nutritifs, qu'elles puissent composer des nourritures. Nous ne dépensons plus dans les hôpitaux. Nous sommes bien parce que nous mangeons des produits nutritifs. Ces 12 villages qui sont ici aujourd'hui, et ces 12 villages, nous les encourageons à être des relais dans d'autres villages afin que ce ne soit pas seulement à Dodi-Bata que ce renforcement de capacité demeure pour tous et pourquoi pas pour tout le Bénin. Les regards sont donc dorénavant tournés vers 2023, la 5e édition, à la charge totale des 12 villages de Dodi-Bata. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Wikeko se poursuit avec Ivaïus Balogun. Merci à vous Nadège Omoladessani. À la suite du mini-journal, place à présent à la revue de presse économique. Cette semaine, Martial Gbetoro a parcouru les journaux. Amis de la revue économique, bonjour. Démarrons ce condensé de l'actualité économique par l'événement précis qui titre dans l'une de ses parutions « Accord de financement, le Bénin décroche 130 milliards de francs CFA pour l'inondation et 12 milliards pour l'agriculture ». La presse du jour revient également sur l'information en précisant que ces fonds vont servir pour la mise en œuvre du projet Building Resilient and Inclusive City. Selon le journal, ce projet est une composante importante du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Il vient en complément du projet d'assainissement pluvial des villes secondaires. L'événement précis précise que l'accord de financement a été signé entre le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, et la Banque mondiale. Autre information dans cette revue économique, La Nation nous parle des enjeux de la fusion-absorption de l'HIA par le CNHU. Le quotidien nous informe que cette fonte va permettre de mutualiser les moyens pour une meilleure offre en soins. Il a également souligné le fait que le CNHU devrait s'en sortir renforcé, aussi bien du point de vue ressources humaines que du plateau technique. Fraternité confirme que selon Dr Ange Dodji, conseiller technique du ministre de la Santé, la fusion-absorption de l'HIA et du CNHU va garantir plus d'espace et une mutualisation des compétences. Une information relayée également par le journal L'Autre Quotidien qui met à sa une « Pourquoi le CNHU absorbe-t-il l'ex-hôpital des armées ?» D'une information à une autre, 4 sirops pour les bébés seraient dangereux pour la santé des nourrissons. La Nouvelle Tribune alerte et relaie la mise en garde des autorités sanitaires. Selon le quotidien, ces produits pharmaceutiques incriminés non autorisés auraient eu d'énormes conséquences négatives sur la santé de l'enfant. Il s'agit notamment du prométhazine, du cofesmalin, du Macof et du Magrip.
Ces produits médicaux ne répondent pas aux normes de qualité de l'OMS, selon l'Agence de régulation pharmaceutique, et relayés par l'événement précis. Vigilance donc à tous. Parlons à présent de la semaine du numérique édition 2022 qui est placée sous le sceau de la digitalisation des communes. Le journal La Nation nous informe que le ministre Aurélie Adams Soulé-Zoumaro, dans son discours d'ouverture, a mis l'accent sur la formation des cadres de l'administration à l'installation des points numériques communautaires, en passant par le lancement du réseau béninois d'éducation et de recherche sur 10 sites universitaires, ainsi que la création de l'école du numérique. Elle a également énuméré des projets à court terme qui vont impacter le développement des collectivités locales et surtout la mise en réseau numérique des communes pour une meilleure capitalisation à la base. Une note de sport pour finir, Gashkiani Info nous parle des entraîneurs africains à l'assaut de la licence DIHF dans le handball. Le quotidien précise que les entraîneurs de handball sont depuis lundi en formation à Cotonou pour l'obtention de leur DIHF, diplôme de base pour enseigner le handball en Afrique. C'est un projet commun de la Confédération africaine de handball et de la Fédération béninoise de handball. Ce sera tout pour cette revue économique de la semaine. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. À très bientôt pour la revue de presse avec Martial. Nous ici, on reste en plateau et on installe les confrères pour parler, comme je le disais, de l'excès de route et de l'installation de l'excès de vitesse sur nos routes et de l'installation des radars pour désormais réprimer les automobilistes qui ne respectent pas le code de la route. Le décryptage. En plateau avec moi, les confrères déjà installés ce matin, je reçois Claude Adigli. Claude, bonjour. Ulvaïs, bonjour. À côté de Claude, Marc Goudianou. Marc, bonjour. Bonjour Ulvaïs et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, chers confrères, vous avez suivi cette actualité avec moi, des radars qui sont désormais déployés sur certains grands axes pour surveiller les excès de vitesse. Diriez-vous, Claude, qu'il était temps? Bien sûr, Uvaïs, il est temps qu'on mette sur nos routes et sur nos autoroutes un certain nombre de dispositifs qui puissent permettre aux forces de sécurité ou bien de défense de faire correctement leur travail, à savoir ces radars. Ces radars, comme vous le savez très bien, sont équipés de caméras pour repérer, pour enregistrer de façon visuelle les infractions qui sont commises sur ces routes-là. Nous prenons par exemple le boulevard de la Marina, qui est une infrastructure vraiment récente et qui représente notre pays, qui est tout de même la vitrine routière de notre pays. Beaucoup d'argent beaucoup de sous ont été dépensés dans ce cadre-là et je pense que ce n'est pas du tout le moment de faire beaucoup de vitesse. Il faut rester dans le calibrage en termes de vitesse. Vous le savez très bien, vous ne pouvez pas dépasser 50 km à l'heure quand vous êtes sur le boulevard de la Marina. Et c'est strict. Quiconque enfreint ces prérogatives se verra infliger des amendes, des sanctions. On peut garder au niveau des fourrières les engins, les véhicules et les propriétés sont obligés de sortir de l'argent pour pouvoir payer leurs amendes et pénalités. Alors, on marque 50 km/h. Quand vous dépassez, vous êtes sanctionné, notamment sur le boulevard de la Marina. Encore que la voie n'est pas encore définitivement terminée. Alors, est-ce que ces radars, à votre avis, apportent quelque chose aujourd'hui? Merci beaucoup, Iloïs. Il faut dire que les radars au niveau de différentes routes constituent quand même des moyens, d'accord,
pouvant réprimer les citoyens, les motocyclistes et autres conducteurs à un moment donné. Et puis c'est nécessaire, puisque même dans l'apprentissage de la conduite automobile, déjà même au niveau des différents centres de formation, je vais parler des auto-écoles, il y a déjà des cours qui sont donnés à cet effet pour que vous sachiez que lorsque vous êtes en agglomération, lorsque vous êtes hors agglomération, lorsqu'il y a tel panneau par exemple, vous devez quand même vous conformer à ces différentes règles afin de pouvoir faciliter la circulation à tous, parce que lorsque la liberté de l'autre commence ou lorsque celle de l'autre, donc du coup il faudra quand même que chaque citoyen, en se mettant sur la route, sache qu'il doit quand même respecter ces minimums de règles qui régissent quand même la circulation routière afin de limiter les accidents. Parce qu'il faut remarquer que la pose des radars n'est pas en tout cas n'est pas une première ici au Bénin et un peu partout ailleurs dans le monde. Même ici, moi je vois que l'utilisation des radars est moins stricte et n'est même pas très régulière, contrairement à d'autres pays. Lorsque vous allez même au Ghana tout près par exemple, c'est plus régulier de voir ces contrôles routiers, et pas seulement lorsque le radar est posé, mis à part le fait qu'il y a les caméras qui sont installées dessus, il y a également un suivi de contrôle qui est plus strict, qui va au-delà du radar qui est implanté. Lorsque on voit que vous êtes en excès de vitesse, on vous contrôle en même temps le taux d'alcoolémie pour voir si est-ce que vous n'avez pas consommé à l'excès l'alcool, pour pouvoir donc on vous contrôle en même temps votre permis, et ailleurs même on vous retire des points sur votre permis, ce qui ne se fait pas ici par exemple. Donc les radars c'est très indispensable, que ce soit sur les grands axes routiers, que ce soit en agglomération, c'est très important de les implanter, parce que la majeure partie des causes d'accidents également, c'est l'excès de vitesse. Alors, mais au-delà de vouloir limiter les excès de vitesse avec entre autres ces radars-là, n'observez-vous pas ou n'avez-vous pas remarqué que pendant longtemps dans ce pays, on a eu des voies sur lesquelles il n'y avait pas de panneaux de signalisation, ce qui entre autres choses, aurait pu ou pourrait expliquer les excès de vitesse auxquels on assiste. Exactement, d'où la responsabilité de l'État, d'accord, parce que lorsque les infrastructures routières sont installées, les structures même qui gagnent les marchés et qui doivent exécuter ne finissent pas même de façon convenable, d'accord, les différentes voies. Et lorsque vous ne finissez pas les voies comme cela se doit, on arrive à recenser à des endroits que les panneaux de signalisation qui doivent être mis sur les voies ne sont pas mis convenablement comme cela se doit. Mis à part, lorsque ce n'est pas mis, est-ce que l'État, dans son rôle, arrive à travers le Centre national de sécurité routière à également réimplanter les panneaux pour pouvoir quand même orienter l'usager dans le respect strict, en tout cas, de ces règles de circulation. Donc, la responsabilité est partagée à ce niveau-là. Donc, tel que l'usager, même on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais les panneaux également rappellent que dans telle agglomération, par exemple, il faut limiter. Ici, par exemple, on parle de la voie de la Marina où c'est à 50 km/h, la limitation. Mais vous savez que dans d'autres agglomérations, on peut limiter même jusqu'à 30 km/h. Voilà. Je vous donne juste un exemple. Lorsque moi je quitte par exemple le carrefour Toyota et que je viens vers Kadiaron par exemple, lorsque l'usager prend la direction, avant de monter sur l'échangeur, les gens roulent à plus de 50 km/h. D'accord? Alors que là, c'est une grande agglomération. Il y a des écoles qui sont un peu partout, il y a des commerces. Et que de là, par exemple, c'est des endroits sur lesquels, par exemple, on peut limiter, par exemple, à 30 km/h. Moi, je me dis même, le fait de limiter déjà à 50, même, c'est déjà trop, même. C'est déjà trop. C'est vrai que l'avenue de la Marina, on voit que c'est une grande voie et qu'à un moment donné, bon, on peut laisser jusqu'à 50 km/h à ces endroits-là. Mais à d'autres endroits, c'est qu'on devait être encore plus strict et implanter également, tel que vous l'avez dit, les panneaux pour pouvoir quand même faciliter, en tout cas, l'usager. Surtout qu'il n'y a pas que des Béninois qui vont circuler au Bénin. Il y a des étrangers qui vont venir et quand vous voulez vouloir emprunter ces différentes voies, lorsqu'il n'y a pas les panneaux, ça ne va pas faciliter la tâche à l'étranger pour savoir, puisque les règles changent en fonction de pays, de l'environnement, du climat et de beaucoup d'autres paramètres. Alors oui, Claude. Justement, je voulais ouvrir une petite parenthèse par rapport aux étrangers qui viennent chez nous. Vous n'êtes pas sans savoir que sur certains axes routiers à l'extérieur, on vous impose même une grande vitesse et c'est à vous d'appuyer sur l'accélérateur pour pouvoir être à la hauteur
de la vitesse imposée sur l'axe. Et là-dessus, ils ont intégré les nouvelles technologies à ces outils de contrôle. Et ça fait que sur certains axes, on n'est même pas obligé de vous arrêter. On vous laisse circuler doucement, vous rentrez chez vous et c'est après vous recevez juste un petit message sur votre téléphone portable et là on vous débite de votre compte bancaire le montant qu'il faut et si vous êtes en cessation, vous n'avez pas la capacité de payer, là on rentre dans d'autres débats, mais toujours est-il que on ne vous appelle même pas, vous restez tranquillement. Alors on posait le problème de l'absence des panneaux de signalisation aujourd'hui. On a encore des voies chez nous sur lesquelles il n'y a pas de panneaux de signalisation. Même les feux tricolores posent encore problème chez nous. Voilà qu'on installe des radars. Oui, on installe des radars pour contrôler tout ça. Et là-dessus, je voudrais ouvrir une petite brèche, c'est qu'on doit procéder d'abord à la sensibilisation sur un certain nombre de durées de temps pour que la population s'imprègne des nouvelles réalités qui sont les leurs sur ces tronçons-là, sur ces chemins-là. D'abord en amont, avant d'aller à la répression, comme on est en train de le constater. Et je voudrais aussi attirer l'attention des téléspectateurs que ce n'est pas seulement l'excès de vitesse qui est contrôlé, il y a le défaut d'assurance, le passage sur les pistes cyclables, il y a aussi le non-port de casque. Le casque pour les motos à deux roues. Voilà, donc le téléphone portable au guidon et au volant. Et donc voilà, et ça fait que dès qu'on vous arrête pour ces infractions, par exemple un motocycliste peut payer jusqu'à 10 000 au trésor avant de retirer. Pas les temps qui courent 10 000, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien, c'est pas seulement 10 000, c'est que vous payez aussi les frais de fourrière. Et pour la moto, ça tourne autour de 1 500. Et pour la voiture, ça fait 3 000 francs le jour. S'il y a une semaine, 2 semaines qu'on a raisonné votre moyen de déplacement, c'est que vous payez pour la fourrière 3 000 francs x 10, plus le montant à payer au trésor. Ce qui explique que parfois on retrouve des engins délaissés dans les commissariats parce que les gens n'ont pas suffisamment de moyens pour aller retirer. Il y a quelques semaines, quelques mois au Conseil des ministres, on a dit, voilà, ça fait pratiquement des milliers de motos et de véhicules qui sont dans les fourrières qu'il faut maintenant vendre à la population. Voilà. Alors, pendant des années, on a assisté à un laxisme, qu'on se dise la vérité. En termes de sécurité routière, pendant longtemps, on a laissé cours à l'usager de la route de faire ce qu'il veut de la voie, malgré quelques séances de sensibilisation du CNSR. Maintenant, on se lève pour réprimer. Claude l'évoquait tantôt, la sensibilisation. Est-ce qu'on ne devrait pas, pour le moment, sensibiliser avant de dire qu'on veut sanctionner? Merci beaucoup, Ivaïs. C'est pourquoi quand Claude disait tout à l'heure que tout doit passer en amont, il faut une sensibilisation, je crois que c'est très, très important. Parce que la sensibilisation, elle est importante du moment où, à un moment donné, tel que vous l'avez évoqué, il y a un laxisme, d'accord, qui a régné longtemps. Donc, du coup, il faut à un moment donné sensibiliser les populations du bien fondé, d'accord, pas seulement du bien fondé de ces radars, non, mais du bien fondé du respect du code de la route, d'accord. Et c'est après cette sensibilisation que le temps peut monter assez dur pour pouvoir quand même sanctionner, d'accord, en tout cas les usagers. Lorsqu'on parle de sensibilisation, par exemple, pour moi, c'est que ça passe par plusieurs, en tout cas, méthodes qu'on peut utiliser. Les gens du CNSR, par exemple, à un moment donné, je me rappelle que lorsqu'il s'agissait du port de casque, on voyait même des agents implantés au niveau des carrefours, au niveau des voies, avec des pancartes, pour pouvoir indiquer aux usagers qu'il faut porter les casques. D'accord. Il faut également peut-être une sensibilisation du genre pour montrer aux usagers, aux automobilistes qu'il faut réduire votre vitesse. D'accord. J'étais allé à Tori. Et vous avez vu, il y a une voie qui est en train d'être construite. Que lorsque vous quittez Ouedo, vous allez vers Tori, où ils n'ont pas encore fini. Mais dès que vous montez sur la voie, c'est toujours en chantier, mais il y a des panneaux
qui vous signale que lorsque vous êtes en excès de vitesse, vous mettez votre vie en danger. Vous mettez la vie des enfants qui sont dans la zone en danger, vous mettez la vie des femmes en danger. C'est-à-dire des panneaux répétitifs qui vous encouragent, qui vous réveillent, qui réveillent votre conscience. D'accord, qui réveillent votre... Donc, du coup, pourquoi on ne peut pas également faire, en tout cas, utiliser ces différentes méthodes quand même de sensibilisation pour pouvoir permettre aux populations de s'imprégner encore plus de la chose. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ignorent. Ils savent, ils connaissent les règles, il faut les rappeler. Parfois, on va même, on maîtrise le code de la route, mais quand même, on va sous une forme de recyclage. Voilà, de recyclage, voilà. Et puis, secondo, moi, je me dis, la responsabilité de la police également, à ce niveau, se situe à quel niveau? Moi, je me dis, lorsque vous voulez lancer une opération du genre, et que vous-même, d'abord, en amont, vous ne faites pas une sensibilisation, d'accord? De deux, lorsque vous lancez l'opération, quelques temps après, vous laissez. D'accord? Il n'y a pas de suivi. Moi, je prends la route des pêches. Il y a le radar qui est là. D'accord? Qui est délaissé là depuis très longtemps. À chaque fois que moi je passe, je vois le radar. D'accord? Et dès que je vois que je dépasse, avant le départ, je dis, je suis à tel kilomètre. Là, il faut que je ralentisse. Voilà. Il faut qu'on implante également ces radars-là à différents carrefours stratégiques, d'accord, pour pouvoir permettre même à l'usager, même sans la présence de l'agent de police, de pouvoir même s'auto-éduquer. Voilà, donc c'est très important également et il faut que la police ne soit pas seulement dans le rôle de répression à chaque fois. Il faut qu'il soit également dans le rôle de sensibilisation, beaucoup plus de sensibilisation. D'accord, parce que nous savons que cette période, ou bien la période que nous courons, en tout cas, n'est pas une période facile pour n'importe quel citoyen. Donc du coup, il ne faut pas encore rendre les citoyens encore plus nerveux qu'ils ne le sont. Exactement, et on a comme l'impression parfois que c'est à l'approche des fêtes que nos agents de police se mettent dans la rue pour... Au lieu de sensibiliser, réprimer, pour taxer, pour prendre de l'argent chez les citoyens. Bon, pour prendre de l'argent chez les citoyens... Bon, qui vont dans les caisses de l'État, bien Qui entendu. vont dans les caisses de l'État. Ça, on peut le dire comme ça. Mais nous savons comment ça se passe. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? La période des fêtes, il faut aussi remarquer que, bon, on pourrait penser que c'est inopportun, cette stratégie-là est inopportune, mais il faut faire remarquer que c'est justement pendant cette période-là que beaucoup de choses se passent. Les gens sont pressés de faire les courses liées à la fête, coudre les habits pour les enfants, et faire des courses, et ainsi de suite, organiser la fête de Noël, le 31, ainsi de suite, Saint-Sylvestre. Et donc, il y a assez de mouvements et les gens profitent de cette occasion-là pour ne pas respecter les consignes prescrites, les consignes qui sont prescrites par le code de la route. Et donc, la période de fête, oui, d'accord, mais il faut qu'on reconnaisse que c'est une période de grand trafic et donc la police doit réguler. Mais au-delà de ça, nous savons ce que ça se passe. Chacun, les gens ouvrent cette brèche-là, cette opportunité pour se taper un peu de sous pour aller fêter chez eux. Alors, oui. Bon, il faut dire que moi, sur ce plateau, moi, je voudrais aussi beaucoup profiter pour beaucoup plus attirer l'attention des usagers sur les risques qu'ils courent en faisant les essais de vitesse. Parce que ça n'arrange personne. D'accord, ça n'arrange personne. Lorsque vous sortez de votre maison, vous avez laissé votre femme, vous avez laissé vos enfants. Et le souci, c'est que vous revenez sain et sauf. Mais lorsque vous faites les essais de vitesse, c'est que vous pourrez avoir des situations inattendues à n'importe quel moment. Et lorsque ces situations surviennent, vous êtes dans le décor. Vous ne pourrez plus vous contrôler. Et il faut remarquer, lorsque vous faites même l'essai de vitesse, ça réduit votre vision. Vous êtes clair avec moi, ça réduit votre vision. Donc, votre temps de réaction serait très lent, c'est très limité. Donc, du coup, ça n'arrange personne. Donc, mis à part le rôle que jouent les forces de l'ordre, mis à part le rôle que joue l'État dans la régulation de la circulation, il faut que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous nous auto-éduquons et sachons que ce qu'on dit, c'est pour notre vie, c'est pour notre propre vie que nous mettons en danger. Parce que lorsque vous roulez à vive allure et que un chien ou un animal doit traverser la route à n'importe quel moment, vous avez à peine le temps, et puis vous pouvez vouloir l'éviter et rentrer dans le décor, aller créer un autre dégât ailleurs. Donc il faut que forcément notre conscience, d'accord, citoyenne, nous amène déjà nous-mêmes à régler ce problème à notre niveau, à nous corriger, à revoir nos habitudes, d'accord, afin que, en tout cas, tout le monde s'en sorte au sain et sauf. Alors, on a les radars, mais on se demande, est-ce que nos agents de police sont suffisamment outillés pour utiliser ces radars-là? Je pense que quand il y a
un nouvel outil au plan professionnel, même si les gradés sont là, on les met au pas. Je pense que ça existe dans toutes les professions. Le recyclage, l'adaptation aux réalités nouvelles, ça existe dans toutes les professions. Et c'est sur cette option-là que l'administration des forces de sécurité et de défense doivent travailler pour que beaucoup de policiers, beaucoup de militaires, beaucoup de paramilitaires soient aguerris à cette nouvelle technologie pour pouvoir rendre le service républicain aux citoyens. Alors, oui, je vous écoute. Non, allez-y. Bon, enfin, suivez votre idée. Je voudrais faire une petite remarque. On constate que souvent les heures de contrôle sont souvent matinales et c'est pendant cette période-là que les heures de pointe, que beaucoup de fonctionnaires, beaucoup d'artisans, ceux-là vont au boulot. Et je crois que ça freine l'élan de la circulation. Absolument. Et je voudrais aussi recommander à la haute hiérarchie et aux autorités que l'heure de contrôle soit par exemple 11 heures où on sait que la circulation... C'est peut-être parce que ce sont des heures de pointe, on se dit c'est à l'heure là justement qu'il y aura excès de vitesse. Oui, mais donc il faut envoyer ça dans l'après-midi ou bien au crépuscule tombant. Là, on sait que les gens rentrent chez eux à la maison. Là, on peut gérer ça. Vous posez un problème intéressant parce que chaque matin, quand vous devez venir au boulot, c'est compliqué de circuler. Entre 7h30, 8h, vous vous retrouvez dans des embouteillages énormes. Alors, chers confrères, on va finir là-dessus. À votre avis, c'est un nouveau dispositif, certes, mais est-ce que c'est parti pour durer? On a vu les feux tricolores, ça fait un mois, après ça se gâte, tout ça disparaît carrément. On ne sait pas qui a pris. Non, c'est vrai, ce que vous soulignez comme problème. Il faut remarquer que nous sommes dans un pays de... En tout cas, je ne dirais pas de désordre, mais il faut dire que dans chaque... Je dirais que dans chaque secteur, à chaque innovation qu'on fait, d'accord, pour améliorer les choses, ça ne dure pas, d'accord. Les contrôles réguliers qu'on doit faire à chaque niveau, le rôle de l'État, par exemple le rôle de la mairie également, pour les feux tricolores et autres, le suivi n'y est pas. Même pour les radars dont on parle, on ne sait pas pendant combien de temps ça va se faire. Et on va encore laisser revenir encore dans les vieilles habitudes. Alors qu'il y a des choses qui sont très importantes, surtout pour la sécurité routière, c'est très très important. Parce que beaucoup de gens meurent. Et pourquoi ils ont instauré ces radars? C'est parce qu'ils ont constaté qu'il y a eu beaucoup de cas d'accidents mortels qui sont dus aux excès de vitesse. D'accord. Et surtout dans les agglomérations. Alors, comme on a diagnostiqué le mal, on a essayé de trouver une approche de solution. Mais est-ce que ça va durer dans le temps? C'est ce qu'on souhaite, voilà, réellement. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné, on fasse jusqu'à un temps et puis on laisse. Et puis, en tout cas, on s'attaque aux choses qui sont presque inutiles en circulation, comme le rançonnement, qui est souvent régulier à certains carrefours. Et il faut le dire. Il faut le dire. Les rançonnements, c'est régulier. À certains carrefours, vous allez regrouper près de 8 à 7 policiers qui sont là. Et rien, pas seulement, vous le dites, mais attends, lorsqu'un policier m'arrête, moi, la première des choses que moi j'aimerais qu'il me demande, c'est de voir si mes pièces sont à jour, c'est de voir s'il n'y a pas des produits, peut-être quand c'est la nuit par exemple, de voir s'il n'y a pas des choses en tout cas prohibées ou bien en tout cas vous avez vos feux tricolores exactement. Pardon, je dis feux tricolores. Mais aujourd'hui, je vous dis, ce n'est pas le cas. Il y a ces problèmes-là qu'il faut régler même au sein de la propre police républicaine d'abord. Au niveau de leur agent, qu'ils puissent éduquer leur agent, les former également à la veille citoyenne, d'accord, pour qu'ils puissent savoir que leur rôle et que ce qu'on attend d'eux en tant que citoyens, ce n'est pas forcément la répression à outrance, ce n'est pas seulement le rançonnement, mais qu'ils soient vraiment des policiers républicains. Vous savez, l'OMS dit par exemple que l'Organisation mondiale de la santé dit que si vous faites un excès de vitesse de plus de 1 km par heure, vous occasionnez 3% d'accidents. Voilà. Donc il y a aussi que là-dessus, je voudrais
conseiller toutes les structures qui s'occupent des réformes de l'État, parce qu'il y a de bonnes réformes qui sont en cours dans notre pays à l'heure actuelle. Et il faut nécessairement qu'une initiative pareille soit suivie pour qu'on ne tombe pas dans des initiatives comme Alcotes entre-temps, où les week-ends on contrôle très bien et puis après, flop, toute l'affaire a fait flop et puis ça ne continue plus. Et donc, que les radars ne tombent pas dans des initiatives comme Alcotes et autres là. Et c'est ce que je voulais dire. Pourquoi même ne pas demander également aux associations, d'accord, de la société civile et autres, de pouvoir également organiser ces séances de sensibilisation, parce que ça fait partie également de leur rôle. Absolument, absolument. Merci, chers confrères, d'être passés sur ce plateau. Marc Goudianou, merci pour ce décryptage. Claude Adigli, merci également d'être passé sur ce plateau. À présent, le dossier de la semaine. Vous le savez, tout le mois d'octobre est consacré à la promotion des produits locaux, le consommant local, pour mettre en lumière les entrepreneurs locaux et valoriser le Made in Bénin. On parle de cette initiative et de ses retombées juste après cet élément. Des produits fabriqués au Bénin exposés ici sur l'esplanade de la place de l'Étoile Rouge. C'est le consommé local qui est mis à l'honneur à travers le savoir-faire et le génie béninois. Nous exposons quelques de nos produits et surtout nos kits de production périurbaine que les gens peuvent avoir chez eux ou bien sur leur ferme pour pouvoir faire de la production intensive, cette fois-ci de tilapia en hors-sol. Alors Premium Rice accompagne les producteurs agricoles qui produisent du riz paddy à travers des formations certifiées pour rationaliser le travail de telle sorte à rendre leur rendement meilleur et également produire en grande quantité en réduisant le coût. En aval, Premium Rice offre à la population béninoise des riz produits transformés dans les rizeries de Glasgow et Malanville et qui sont emballés également au Bénin. Ces riz sont naturellement parfumés et produits au Bénin. Autour de ces stands, l'affluence est grande, preuve de l'intérêt que portent ces consommateurs aux produits du terroir. J'ai vu près de 100 stands, donc c'est vraiment une preuve qu'il y a assez de produits chez nous. J'ai vu pas mal de choses. Aujourd'hui, j'ai découvert la boisson kombucha, qui est une boisson thérapeutique faite à base d'algues marines. Et j'ai vraiment aimé, on m'a fait déguster le produit et je suis très fière de cet entrepreneur. Vous que je suis vraiment émue parce que j'ai vu que les entrepreneurs du pays sont vraiment en innovation. La valorisation des produits locaux est un enjeu national pour asseoir une économie forte et résiliente. Et cette foire vient répondre à cet impératif pour aider au changement des habitudes de consommation des Béninois. Par ce canal, profiter pour appeler à un éveil de conscience parce qu'il ne faudrait pas uniquement que ce soit en octobre que nous consommons nos produits locaux, les produits faits chez nous. Vous savez, quand nous consommons local, nous contribuons à l'économie de notre pays. Donc, il ne faut pas que nous attendons que octobre pour pouvoir contribuer à l'avancement de notre pays. Venez découvrir déjà et adopter ces produits. Et je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Au-delà d'une foire, la promotion des produits locaux est un atout pour booster la croissance économique et en faire un levier d'accroissement des investissements productifs. Et voilà, c'était un constat réalisé par Reine Huiha lors de la foire qui a eu lieu à la place de l'Étoile Rouge. Et pour parler du consommant local, on reçoit pour vous ce matin le directeur du commerce extérieur, Marius Gonzago. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et pour m'accompagner dans l'entretien ce matin, Amandine Agnaboussou, bonjour. Bonjour à vous, Ivaïs Balogun. Monsieur Marius Gonzago, bonjour. Et déjà, ça fait déjà la troisième fois que le Bénin organise le mois du consommant local. Quel sens revêt cette initiative communautaire pour le Bénin? Merci beaucoup. Je voudrais préciser que je suis le directeur du commerce intérieur. Alors, pour revenir à l'activité, je voudrais d'abord
remercier Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui, il faut le dire, elle a été à la tête de ce département ministériel en septembre 2019 et en octobre 2019, elle a participé à la prise de cette décision avec ses pairs de l'UEMOA. Et de retour, elle a pris toutes les dispositions pour la mise en œuvre de cette recommandation. Donc c'est une recommandation sous-régionale qu'elle a mise en œuvre à partir de 2020, immédiatement après sa prise, et nous sommes aujourd'hui à la 3e édition. Alors l'objectif général, c'est d'intensifier les relations commerciales et la consommation des produits fabriqués au sein de l'Union, donc des produits nationaux. Et pour le Bénin, cette activité permet de mettre en lumière tout ce qui se fait en termes de production et de transformation au niveau national et d'inviter les populations à consommer ces produits-là. Parce que, comme vous l'avez dit dans votre élément tout à l'heure, c'est un élément qui contribue au développement économique, qui participe à renforcer la résilience de l'économie béninoise. Lorsque vous dépensez moins à importer, vous renforcez votre économie. Donc c'est une initiative louable et je suis très heureux de constater que l'ensemble de vos interviewés sont aussi dans cette logique. Oui, voilà, et ça me fait du plaisir. Voilà. Deux éditions sont déjà passées. Quels sont selon vous les acquis? Alors, on a commencé, je vais dire timidement, en 2020, en 2021, avec la Covid, qui nous a vraiment marqué négativement. Donc, les premières années, nous avons eu à faire des activités beaucoup plus en ligne à cause du Covid. On a eu beaucoup de panels pour parler de la distribution, de la production, de la qualité des produits, du financement. Il y a eu quelques petites expositions, des caravanes au niveau des écoles pour que les enfants à bas âge commencent à prendre l'habitude. Voilà ce qu'on a fait les deux premières éditions. Donc ça a donné quand même de l'engouement à l'ensemble de la population. Je voudrais, dans le discours d'ouverture de la 3e édition, le ministre a dit quelques mots qu'il faut rappeler, que le Bénin s'est engagé résolument. Donc c'est un engagement à long terme pour opérer un changement de comportement de façon irréversible. Donc nous pensons que cette activité doit fortement impacter la vie de la population béninoise dans le sens d'avoir une préférence nationale. Et ce sera fait progressivement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déjà évaluer l'impact que cela a sur les populations. C'est au fil des années qu'on pourra mieux l'apprécier. Une évaluation scientifique tout de suite après 2 ou 3 éditions, pour ma part, il faut attendre encore un peu. Ouais. Mais déjà, l'observation montre quand même que l'ensemble de la population est acquise à cette activité. Quand vous voyez les gens, les consommateurs qui se sentent dans la peau de l'entreprise en disant le produit est de bonne qualité, je suis content. Donc, ce sont des éléments qui nous confortent que l'activité est en train de prendre de l'ampleur et que les populations commencent par changer de comportement. Mais quand vous observez que les populations disent ce que vous venez de dire, ils constatent qu'il y a des produits locaux qui sont de bonne qualité, est-ce que cela ne pose pas le problème que ces produits locaux n'étaient pas visibles? Parce que si c'était visible, forcément, ils allaient l'adopter. Mais c'est comme s'ils viennent de découvrir, ou c'est à l'occasion de ce mois qu'ils découvrent ces produits-là. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. La structure de l'économie béninoise, quand vous la prenez, nous avons beaucoup de PME, de petites et moyennes entreprises, alors qui n'ont pas forcément les capacités de communication ou une structure plus de visibilité pour permettre
à la population de savoir ce qui se fait. Beaucoup d'entreprises travaillent dans le noir, c'est ceux qui sont à proximité d'eux, qui savent que quelque chose se fait. Je pense que cette activité permet de les mettre en valeur aux côtés des structures qui s'occupent de la promotion des entreprises. Et quelle place prend aujourd'hui le consommant local dans l'économie béninoise? Alors, il faut dire, consommer local ne veut pas dire qu'on ne va pas consommer les autres produits. Mais on va moins consommer. On va avoir une préférence pour nos produits locaux, c'est essentiellement ça. De plus en plus, comme vous l'avez constaté dans votre public reportage, beaucoup de gens s'intéressent à ce qui est fait à côté d'eux. Et il faut dire, ça bénéficie à tout le monde. Le circuit court, c'est-à-dire produire et consommer sur place, bénéficie à tout le monde et même à la planète. C'est-à-dire que vous n'avez pas à transporter avec émissions de gaz et tout ça là. Donc, tout concourt au bien de la population et même de l'entreprise qui a produit. Donc, de ce point de vue, on peut se dire que c'est une marche à long terme, mais on pense que quelque chose est déjà fait au regard des interventions des populations. On demande aujourd'hui aux Béninois de consommer local. Mais ce qui est produit localement, selon la plainte recueillie sur le terrain, c'est que ça coûte beaucoup plus cher. J'entends, mais ce n'est pas forcément vrai parce que la comparaison est faite uniquement sur le prix. Voilà. Donc, si on ne voit pas la qualité. On ne voit pas la qualité. Donc, s'il faut faire une comparaison qualité-prix, je pense que la production locale est de meilleure qualité en comparaison à ce que nous consommons. Donc, ça a un prix, ça a un coût. Voilà. Et pourquoi c'est seulement durant le mois d'octobre qu'il faut faire la promotion du consommant local? Est-ce qu'après le mois d'octobre, il y a un suivi? Le mois d'octobre est institutionnellement décrété par l'Union économique et monétaire ouest-africaine comme le mois de la promotion locale. Alors, nous sommes rentrés dans cette logique, mais au-delà du mois, il y a des accompagnements qui ne sont pas médiatisés, des accompagnements aux entreprises. Vous allez constater qu'il y a des structures, même il y a un ministère qui s'occupe des petites et moyennes entreprises. Il y a des structures spécialisées pour accompagner les entreprises, que ce soit au niveau du financement, que ce soit au niveau de l'appui, un conseil en gestion, en management, tout. Donc tout se fait après le mois, mais nous envisageons aller plus loin pour que cette célébration ne s'arrête pas au mois. Donc on va passer du mois du consommant local au consommant local. Tout simplement. Tout simplement. Durant toute l'année, on va consommer local. Qui seront prévues pour meubler toute l'année et toute la vie. Oui, parce qu'il y a que beaucoup ont envie de consommer local, mais par manque d'informations, ils ne savent pas où consommer, où s'en procurer, ils ne savent pas où c'est disponible et cela pose une autre problématique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a des activités tout le long de l'année, il y aura toujours des informations pour dire à tel endroit, il y a telle entreprise qui fait tel produit. Donc, le consommateur sera bien informé et fera le choix qu'il faut. Alors, au-delà de ce mois, est-ce que déjà, après 3 éditions, les constats que vous avez eu à faire, les défis peut-être qui restent à relever? Oui, les défis qui restent à relever, c'est ce que j'étais en train de dire. Nous envisageons de faire de cette activité une activité de portée nationale, c'est-à-dire qui embrasse toutes les institutions de la République, toutes les populations, qu'il ne s'agisse pas d'une activité du ministère de l'Industrie et du Commerce, mais d'une activité de portée nationale. Alors, c'est pourquoi il est nécessaire qu'elle ne soit pas placée dans une durée d'1 mois, mais de toute l'année, pour permettre à toutes les structures de pouvoir y participer, d'apporter leur contribution. C'est le premier défi qui me paraît le plus important, voilà, pour que d'ici demain, on ait une fierté de dire le Béninois consomme béninois. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour rendre les prochaines éditions plus
Bon. Il faut atteindre beaucoup plus de béninois les prochaines années. Voilà, ce qu'il faut améliorer, c'est la mobilisation de tout le monde. Donc nous allons revoir l'organisation de telle sorte que la mobilisation concerne toute la nation. Toute la nation. Mais le gouvernement fait déjà des efforts pour inciter les populations à consommer local, par exemple avec l'installation de la zone économique de Glodibé où les industries produisent des vêtements et autres. Je crois que c'est déjà des initiatives du gouvernement pour amener le Béninois à consommer local. Oui, l'un des facteurs qui limite la consommation locale, c'est l'offre. Comme vous venez de le dire, on ne commence pas à avoir des vêtements produits au Bénin. Quand on n'en avait pas, on ne pouvait pas accuser le Béninois de ne pas acheter le produit local. Donc, le fait de booster l'offre, ça contribue fortement à la consommation locale. On ne peut consommer que ce qu'on a. Donc je pense que c'est le premier pas et le gouvernement a bien compris. Donc en dehors du gouvernement, je vois les entreprises privées qui se lancent aussi dans ces activités-là, qui vraiment, il faut le saluer et encourager. Mais vous savez, il y a des gens qui ont leurs habitudes, qui utilisent par exemple des produits auxquels ils sont tellement accrochés. Qu'est-ce que le gouvernement ou bien les autorités peuvent faire pour faire changer de comportement à ces personnes? Merci madame, ce n'est pas que le gouvernement, c'est tout le monde, y compris vous-même. Déjà cette émission participe à cela. Donc ce n'est pas par méchanceté que les gens ne consomment pas les produits devant eux, à côté d'eux. C'est une méconnaissance. Donc à force d'informer, de sensibiliser, alors il n'y a personne qui soit sourd au dialogue. Ils vont finir par dire mais qu'est-ce que les autres disent? Essayons de voir ce qu'ils font. Il faut lui proposer déjà quelque chose de meilleur à ce qu'ils consomment déjà. Bien sûr, il faut d'abord l'utiliser ou goûter ou consommer pour savoir que c'est meilleur. C'est pour ça qu'il faut organiser des séances de dégustation. Et ça se fait. alors il y a l'autre enjeu qui fait également partie des raisons pour lesquelles on n'aime pas trop consommer béninois, c'est la qualité aussi des produits que les gens mettent sur le marché chez nous. Très souvent, on observe que les produits sont parfois de qualité douteuse, surtout quand c'est produit manuellement, traditionnellement. On a encore les jus de fruits produits manuellement aujourd'hui et parfois on a des craintes sur la qualité. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a des agences qui travaillent en termes de qualité. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer le travail de ces agences-là? Merci beaucoup. C'est un chantier très très important. Mais il faut le dire, ce n'est pas parce qu'un produit est fait de façon manuelle qu'il n'est pas bon. Voilà. Peut-être même c'est la meilleure qualité. Maintenant, ce qu'il ne sachant pas dans quelles conditions est-ce que ça a été fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut renforcer les entreprises à respecter les normes de qualité. Voilà. Ça, c'est un sujet important et ça se fait. D'abord, sur le plan réglementaire, il est dit que lorsque vous avez un produit qui ne répond pas aux normes de qualité, vous ne pouvez pas le mettre sur le marché. Et de ce point de vue, avant de mettre un produit sur le marché, vous devez prendre une autorisation de mise sur le marché. Et ça se fait déjà. Donc c'est pourquoi je pense qu'il y a quelque chose qui se fait et on va le renforcer pour permettre aux entreprises d'offrir des produits avec une assurance qualité. C'est ce que... Mais pour rendre nos produits locaux plus compétitifs sur le marché, il faut que le visuel soit attrayant. Le branding. Il faut de bons emballages, la présentation et tout, pour attirer beaucoup plus les consommateurs. Là aussi, ça pose une question de formation. Également, oui. C'est aussi un chantier. Comme je l'ai dit au début, nous avons de petites entreprises qui sont en train de grandir. Elles sont obligées de passer par là pour en arriver. Il faut des premiers pas, oui, qu'il faut améliorer. Donc je pense que le processus d'amélioration du packaging des entreprises, ça se poursuit. J'ai vu la CCIB qui accompagne les entreprises dans ce sens et dans le sens d'amélioration de la qualité. Donc on peut être fier que la chose se fait et que d'ici 2, 3,
4 éditions à venir, on pourra avoir une amélioration du packaging, de la qualité. J'ai ma petite entreprise, j'ai besoin de visibilité. Comment contacter le ministère du Commerce? Alors, le ministère du Commerce est présent dans tous les départements. Nous avons les directions départementales. Nous avons des structures spécialisées comme l'Agence nationale de normalisation de contrôle qualité. Nous avons le secrétariat national de cadre intégré renforcé qui appuie les entreprises. Toutes ces structures appuient nos entreprises. Les directions départementales qui sont dans les régions ont vocation à promouvoir les activités au niveau régional. Donc ce sont toutes ces structures qui accompagnent les entreprises. Si une entreprise a un besoin d'accompagnement, elles peuvent s'adresser à ces structures. Mais il n'y a pas que le ministère de l'Industrie et du Commerce, il y a d'autres structures qui accompagnent aussi les entreprises. Le ministère des petites et moyennes entreprises, l'Agence de promotion des investissements et des exportations, le ministère de l'Agriculture aussi. Donc il y a quand même un effort de structure qui accompagne les entreprises. Donc c'est vraiment important le point que vous avez abordé. Donc nous invitons toutes les structures, quel que soit le problème qu'elles rencontrent, de pouvoir s'adresser à ces structures-là pour avoir un interlocuteur qui, même quand ce n'est pas à son niveau se trouve la solution, il pourra l'indiquer, la structure la mieux placée pour répondre. Et aux consommateurs, vous avez à dire quoi? Nous autres qui essayons de consommer peu à peu local, qui parfois avons un peu de réticence à consommer telle ou telle autre chose, quel est le message que vous avez à l'endroit des Béninois, des consommateurs béninois? Premièrement, un devoir de reconnaissance, de vous dire merci, d'accompagner, je dirais, le Bénin dans ce sens. Alors, pour le consommateur, je voudrais rassurer le consommateur que les entreprises ont compris qu'un bon produit se vend lui-même. Donc, les entreprises se sont lancées dans une démarche qualité pour améliorer la qualité de leurs produits. Et que partant de là, le consommateur béninois doit être fier de ces entreprises et d'être fier de consommer les productions locales. Fier d'être béninois, fier de consommer local. Amandine Anambossou, merci pour avoir conduit cet entretien. Merci à vous, Marius Consago, directeur du commerce intérieur. Apparemment, à l'entrée, je disais extérieur, commerce intérieur. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est moi. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj, également sur toutes nos plateformes digitales. Facebook, la page Facebook de Bénin Business 24 et la page Facebook de votre émission Week Echo. Merci à toutes et à tous et à dimanche prochain.